Bonjour Rosen. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour notre podcast, pour parler d'un sujet qui éveille beaucoup notre curiosité, puisque vous avez cofondé en 2018 l'école Noesis, qui est une école démocratique. Et donc l'objet de notre conversation aujourd'hui, c'est de mieux comprendre en quoi consiste cette pédagogie dont on entend de plus en plus parler. Et ma première question pour vous, j'aimerais bien en savoir plus sur pourquoi et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le monde de l'éducation. Ok. Je vais tenter de répondre à cette question puisque ça parle plutôt d'un parcours personnel qui est pas du tout en lien avec l'éducation à la base. Moi, je me suis formée pour travailler dans le social. J'étais médico-psychologique. C'est quelque chose que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Je travaillais dans ce qu'on appelait anciennement les CAT, les centres d'aide par le travail. Maintenant, ça s'appelle un ESAT. Et j'avais déjà une approche plutôt individualisée des personnes avec qui je travaillais, avec qui j'étais en lien toute la journée, dans le secteur du handicap, peut-être que c'est un milieu dans lequel on a une approche plus individualisée et que ça vient progressivement dans les écoles. Voilà. Je dis ça parce que ça explique un petit peu la suite. En attendant 10 ans dans le secteur, moi j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour. C'était problématique pour moi en fait d'évoluer dans les institutions parce que j'avais vraiment le sentiment de pas pouvoir agir, de pas pouvoir être actrice en fait de quelque chose d'évolutif. Là aujourd'hui je mets des mots là-dessus parce que je pense qu'avant j'avais pas cette notion d'évolution, mais je pense que j'étais quand même dans une dynamique de vouloir faire évoluer les choses, donc quelque chose d'assez vivant. Et j'ai fait le choix de démissionner. Je suis partie 2 ans dans la région parisienne. Je me suis posé la question est-ce que je continue à travailler ou pas auprès de personnes handicapées dans ce domaine. Et non, finalement, je crois que j'avais vraiment plus le goût à faire ça. Plus de sens. J'ai accompagné des enfants à domicile, nounous en fait, pendant presque 2 ans. Pour me poser, et en même temps je m'orientais vers la psychologie. Je m'étais inscrite dans une école pour me former en psychologie, et puis donc j'ai avancé comme ça tranquillement. J'ai fait le constat que j'étais trop jeune. Enfin moi je me sentais trop jeune et pas prête en fait à travailler dans ce milieu. Je manquais d'expérience, je manquais de retour sur moi, et je me sentais pas d'accompagner en fait des personnes sur leur chemin de vie alors que je considérais être au tout début du mien. Voilà. Et par contre, j'ai vraiment adoré travailler au contact des enfants. Ça m'a stimulée, ça m'a vivifiée. Et c'est finalement de ce ressenti que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec les enfants. Donc, j'avais pas envie de retourner dans le social. J'avais pas envie j'avais plus envie de ça. Et puis je me suis dit pourquoi pas un site en fait. Ouais, c'est chouette. C'est un contact avec les enfants qui peut m'interroger, qui peut m'intéresser. Donc je suis allée creuser. En fait, je suis revenue en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes, pour accoucher de ma fille et me rapprocher de notre famille, son papa et moi. Et c'est là où je me suis dit allez, je tente le concours. Donc je l'ai préparé à distance avec le CNED, et en même temps je travaillais dans une école primaire. Et ça m'a vraiment permis en fait de mettre en adéquation l'envie de travailler dans une école et la réalité en fait du terrain. Donc ça j'ai fait le tri dans mon envie. Mon envie était d'être auprès des enfants, d'être dans la notion de transmission, d'avoir l'apprentissage en fait au cœur de la relation. Mais le format que proposaient les écoles traditionnelles en fait me convenait pas du tout. Je me sentais mal, j'avais le sentiment d'avoir une classe en face de moi quand j'ai eu l'occasion juste à un certain moment de sortir de mon rôle d'accompagnement individuel et de me mettre face à une classe et de me dire mais en fait c'est pas ça que je veux. Enfin là j'ai plus de relation avec eux. Pendant toute une journée je mets du savoir dans leur tête. Le côté pétillant en fait que je pouvais avoir d'eux pendant les récréations, je le voyais plus en rentrant dans la classe. Et donc il y avait vraiment ce point-là que j'avais besoin de voir évoluer, et je me dis moi j'adore l'enseignement, j'adore l'école, mais pas comme ça. Donc là c'était le grand mystère de savoir comment. Voilà, mais bon, je sais pas si je continue dans J'allais vous demander justement comment vous avez entendu parler des écoles démocratiques.
Ok. J'ai pas mal parlé autour de moi de cette envie d'être dans l'école, mais peut-être autrement. Et c'est tout simplement une amie qui m'a transmis un lien d'une école qui se créait à Paris et qui proposait en fait des réunions publiques. Là, elle avait lieu à Angers, avec un des cofondateurs, je peux peut-être le dire, de l'école dynamique de Paris. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, une école démocratique, l'école dynamique? J'ai commencé à regarder. Il y a vraiment des choses en fait qui me parlaient. C'était tout de suite cette notion de liberté. Je crois qu'en fait, c'est ce qui parle à tout le monde au départ, c'est cette notion de liberté. Et mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut apprendre quand on est libre? Est-ce qu'on peut vraiment être détenteur de son parcours d'apprentissage ou de sa vie quand on est libre? Enfin voilà, ça venait questionner plein de choses chez moi. Mais en tout cas, ça a éveillé ma curiosité. J'ai été donc assistée à cette réunion publique. Puis là, j'étais conquise. En fait, tous les mots que j'entendais, ça venait me stimuler intérieurement très positivement. Et j'ai continué à creuser du coup. Et à partir de là, vous avez monté votre école? Alors, en fait, c'est difficile en fait de se projeter dans la création d'une école. En tout cas, c'était pas du tout un objectif en soi. Moi, j'étais intéressée par les pédagogies alternatives. J'ai creusé. Montessori, ça m'a semblé inaccessible en fait parce que les formations ont un certain coût que j'avais pas la possibilité de les faire. Puis il y avait pas forcément beaucoup d'écoles dans ma région. Dans le département, il y en avait une seule qui était sous contrat avec l'Éducation nationale, donc je savais pas trop comment ça fonctionnait, je savais pas jusqu'à quel point en fait l'école était détentrice de cette pédagogie ou pas. J'avais pas envie de déménager parce qu'on venait de se réimplanter. Donc voilà, j'ai mis de côté la pédagogie Montessori, puis finalement, c'est l'école démocratique qui a fait émerger la possibilité de créer une école tout simplement. Alors j'ai oublié la question. Je pense que je passe à côté de... Non mais c'est parfait, vous y avez parfaitement répondu. C'était pour savoir quel était le cheminement jusqu'à la création de l'école Noesis. Oui, voilà. Et donc après, entouré de personnes qui disent mais non, en fait, créer une école, c'est juste de l'administratif. Et après, en fait, on est participant de la pédagogie et de tout ce qui s'y passe. Voilà. En vrai, c'est pas si simple. C'est quand même un gros challenge, mais comme on n'est pas seul à le faire, on est plusieurs à porter ce projet et finalement, moi et d'autres personnes avec qui on a cofondé cette école, on est allé vraiment creuser ce qu'était l'école démocratique. Ce que ça demandait sur place, quelle pourrait être notre position en interne, de quoi on avait besoin comme compétences pour créer administrativement l'école. Et comme il y a eu tout un élan de création d'écoles démocratiques en France à peu près à partir de 2016, quand justement l'école dynamique a énormément communiqué sur cette nouvelle façon d'envisager l'école, un modèle qui venait des États-Unis, ça a vraiment fait des petits partout en France et il y a eu une émulsion hyper forte où on était beaucoup de cofondateurs et on avait un lien qui nous permettait vraiment de bénéficier du savoir des uns et des autres et d'avancer sur ce projet sans être tout seul en fait. Et ça a été une grande force en fait pour la création de Noesis. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les principes de l'école démocratique? En quoi elle consiste? Alors l'école démocratique telle qu'elle a été amenée en France, je parlerai pas de la Sudbury Valley School parce que déjà j'y ai pas été et finalement c'est le regard d'une personne qui a ramené une certaine vision, je pense, de cette école. Donc je suis pas vraiment en capacité de vous parler de cette école, mais l'école démocratique telle qu'elle a été ramenée en France, c'est du multi-âge dans l'école. Donc une grande diversité des âges qui permettent en fait aux uns d'apprendre des autres, peu importe l'âge qu'il a. Donc ça veut dire aussi une grande liberté de circulation pour pouvoir accéder à toute cette diversité et avoir accès à tout un tas d'activités, tout un tas de spontanéité en fonction de l'âge. Là, je prends un exemple de un enfant de 3 ans qui va à l'école primaire, qui va à l'école maternelle, il est entouré de jeunes de 3 ans. Donc en fait, il évolue avec ce qu'il voit autour de lui et ce sont des gens de son âge. Le fait de voir, je prends un exemple des adolescents.
qui vont se cuisiner leur repas, qui vont étudier d'une certaine manière, qui n'est pas la même que la leur, qui vont jouer à des jeux ou qui vont appréhender les relations sociales d'une manière qui n'a rien à voir avec leur degré de maturité, ben forcément ça apprend en fait. Et vice versa. Un ado qui a une énergie débordante avec ses amis dans l'école va peut-être à un moment canaliser son énergie quand il va être proche de jeunes qui se sentent un petit peu qui n'ont pas de frères et sœurs chez eux, qui sont enfants uniques et qui te regardent avec des grands yeux parce qu'à un moment il fait passer un tourbillon qu'il maîtrise pas, et voilà, ça permet des réajustements. Et finalement, au-delà de la notion de coopération, c'est juste je vis dans un environnement avec plein de personnes qui sont différentes de moi et aussi par l'âge, et je suis consciente de ça. En fait, je conscientise que autour de moi, je suis pas tout seul, je suis pas qu'avec des gens de mon âge, je vis pas que les mêmes choses, et j'ai déjà en fait un regard sur ce qui pourrait être différent de moi, quoi. Ouais, donc il y a le multi-âge, les écoles démocratiques aussi, c'est la notion de gouvernance. La gouvernance, en fait, elle est reliée à la cogestion qu'on a eu déjà dans la cofondation de cette école, de dire on ne doit pas être une personne à faire quelque chose, mais on est plusieurs. Et quand je viens dans ce type d'école, je viens aussi participer à une dynamique collective et j'ai un rôle à jouer. Et ma voix a autant d'importance que celle d'un adulte, et je dois pouvoir en fait dire mon mot sur tout ce qui agit sur moi au quotidien. Voilà. Vous avez un exemple ? En fait, un exemple très concret dans le fonctionnement de notre école, on a ce qu'on appelle des conseils d'école qui ont lieu tous les jours. C'est un espace de décision partagée. Il y a les décisions se prennent qu'ici ou dans des commissions extérieures, des clubs. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? C'est peut-être pas le meilleur, mais j'en ai deux à vous donner. Le premier, c'est qui est passé il y a pas très très longtemps. On voulait agir en fait sur le visuel du jardin, juste en intégrant des hôtels à insectes. On fait une demande en conseil d'école. On n'arrive pas avec notre idée qu'on plante là dans le décor, parce qu'en fait, il peut y avoir des gens qui ont besoin de cet espace pour, jouer au foot, pour voilà. Et en fait, le fait de demander, c'est pas demander la permission, c'est s'assurer en fait que c'est en adéquation avec le fonctionnement de l'école actuellement. Voilà. Donc c'est toujours il y a moi et il y a l'autre en fait. Voilà. Et puis il y a un autre exemple qui est hyper parlant pour notre école, c'est fin d'année dernière, on avait je crois qu'on avait un règlement intérieur qui était beaucoup trop important et du coup trop dirigiste et qui laissait plus la place à quelque chose d'être responsable je réponds en fait je réponds à un règlement, mais en fait je m'approprie pas la raison qui fait qu'à un moment c'est pas possible de faire ça dans une école. Et finalement il y a eu une volonté d'enlever toutes les règles de l'école, plus de règles à l'école. Donc en conseil d'école est passé le fait d'enlever toutes les règles de l'école. Voilà. Et donc ça, c'est pas un adulte, c'est pas un enfant, c'est une proposition qui a émané d'un groupe de personnes et qui a été votée quasi à l'unanimité, je crois bien, par l'ensemble des personnes qui étaient présentes en fait. Bon, alors, et comment vous prenez en compte la voix des enfants dans ces cas-là ? C'est pas compliqué, on fait un vote à main levée et un enfant de 3 ans, il a une voix, un enfant de 9 ans, il a une voix, peu importe l'âge qu'on a, en fait, on a le même poids, hein. Si moi je lève la main pour voter pour, j'ai pas 2 ou 3 voix, en fait, je suis juste représentative de ma voix. C'est ça l'aspect démocratique, c'est même pas de la démocratie représentative, on est vraiment sur la participative où chacun a son mot à dire parce que la taille de notre structure permet ça encore. Et les enfants prennent goût à ce type de prise de décision ? En fait, c'est hyper intéressant parce que on voit bien l'école a une histoire. Hein. On ne devient pas acteur d'un lieu du jour au lendemain. On est issu quand même d'une société où on a une forme de dépossession, de faire des choix et de participer à. Donc c'est une culture qui se met en place et c'est long. Mais on voit bien qu'avec l'historique de l'école, finalement, de plus en plus les jeunes s'approprient leur école. On le voit parce que quand on propose certaines règles, notamment celle des apprentissages formels, peut-être on en parlera tout à l'heure, d'extraire les apprentissages formels, le fait de décider
tout ce qui se passe autour des apprentissages formels, de l'extraire de la décision collective pour l'amener dans une forme de, je sais pas, comme une constitution. On dit, bah, ça, c'est un prérequis qu'on bouge pas, ou alors il faut passer par telle commission. Enfin, en fait, on enlève cette possibilité, à des gens qui sont directement concernés de donner leur avis là-dessus. Parce qu'on a peur de plein de choses. Bah, en fait, on voit bien qu'il y a eu une réaction systémique du collectif de dire mais non, en fait, on entend vos peurs, on peut être garant de ça, mais par contre, vous pouvez pas enlever ça de l'espace de décision parce qu'on est concerné et ça doit rester en fait accessible à tout le monde. Et à un moment, les conséquences quelque part d'un choix d'enlever les apprentissages formels, ce sera le collectif qui portera ces conséquences-là, enfin tous les acteurs du collectif, et chacun aura la parole et nanana. Donc ça, pour nous, c'est une forme d'appropriation hyper importante de la démocratie, mais surtout ma voix a de l'importance, quoi. Et on a eu d'autres exemples comme ça où le conseil d'école était totalement déserté, où les jeunes venaient pas nous faisaient confiance en disant c'est l'affaire des adultes. Et finalement, on a passé des choses, notamment l'interdiction des écrans dans l'école, parce que c'est une grande question dans les écoles démocratiques. Donc l'interdiction des écrans dans l'école et puis là, ça a secoué tout le monde en disant mais on vous faisait confiance. Et nous, ça a été de dire nous faites pas confiance puisqu'en fait nous on n'est pas vous, quoi. Nous on prend des décisions par rapport à notre réalité, mais on n'a pas accès à la vôtre et on n'est pas représentant de la vôtre. Il faut vraiment que vous veniez, quoi. Donc ça c'est hyper riche de pouvoir construire ça et de voir que ça porte ses fruits aussi. Ouais. Et vous pourriez nous expliquer les apprentissages formels ? Oui, alors. Si je prends l'exemple de la Sudbury Valley School, eux, ils ont vraiment réussi à créer un modèle où le fait qu'il n'y ait aucun apprentissage formel, pas de suivi de programme, c'est OK. Ça marche en fait dans leur société. Nous, en France, on est soumis à un programme alors pas un programme de l'éducation nationale, mais on est soumis au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est une obligation pour toute école qui ouvre, qu'elle soit publique, privée sous contrat ou hors contrat. Et on doit en fait prouver que notre établissement permet aux enfants d'accéder au socle commun de 3 maintenant à 16 ans avec une évolution qu'on constate en fait. Voilà, donc on a des obligations de moyens. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ça ? Comment on s'assure que chaque élève de notre école est dans une dynamique de progression et s'approprie tous ces domaines ? On a fonctionné pendant 2 ans sans apprentissage formel et ça c'était pas OK en fait pour l'éducation nationale. Donc on a avancé de mise en demeure en mise en demeure et pour le moment en fait ramener de l'apprentissage formel le matin pendant 2 heures ou 1 heure selon les apprentissages qui se font. C'était la façon de pouvoir continuer à faire exister notre modèle et à l'expérimenter, à l'affiner, sans risquer de fermer l'école, en fait. Voilà. Donc, clairement, le matin, on a 2 heures de cours, mais alors ces 2 heures de cours, on les amène d'une manière qui rejoint une des valeurs dont je vous ai pas parlé tout à l'heure quand vous me demandiez ce que c'était que l'école démocratique, c'est s'approprier son parcours d'apprentissage, en fait, être vraiment acteur, détenteur et autonome. Donc aujourd'hui on fonctionne de façon très formelle parce que ça c'est un gros chantier aussi et on n'a pas toutes les clés tout de suite, donc on a ramené un peu bêtement du savoir comme on l'amène dans les écoles traditionnelles, sauf qu'on a des beaucoup plus petits groupes, ce qui nous permet d'individualiser beaucoup plus et d'avancer ensemble et d'être toujours en fait dans la démarche. Nous, notre priorité c'est pas de faire rentrer un savoir dans la tête de l'enfant, mais plus de le rendre acteur, apprendre à apprendre, s'approprier vraiment, finalement le rendre libre de l'adulte qui n'est pas celui qui amène l'information, voilà, et le savoir. Voilà, on est juste des guides, on est là pour faciliter, ça c'est vraiment notre gros challenge du moment. Bah ouais, j'imagine. Parce que votre objectif c'est de préparer les enfants aux examens nationaux ou pas nécessairement ? C'est pas un objectif en soi. Par contre, s'il y a une demande, oui, bien sûr, on accompagne. Il y a des jeunes qui passent leur brevet. Cette année, il y en a une jeune fille qui passe son bac. Il y en a une autre qui a fait le choix de pas le passer, qui s'était préparée pour et qui finalement se rend compte que c'est pas ça dont elle a besoin, qu'elle veut.
Et puis des jeunes qui préparent le brevet, d'autres qui le préparent pas, qui le préparent 2 ans en avance, 1 an en avance, 1 an plus tard ou pile à l'année où c'est prévu pour eux. Et donc c'est ça, c'est pas un objectif en soi pour nous, c'est juste ça vient sur un chemin et c'est un choix qu'on accompagne. Très bien, ouais, c'est très clair. Et comment est-ce que vous faites pour individualiser à ce point-là l'apprentissage? Parce que si je comprends bien, chacun est acteur de son parcours. Mais comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à tant de différences entre les enfants? Ouais, c'est difficile. Bah déjà, je vais commencer par dire qu'on est complètement imparfait dans cette démarche. Et que on se rend compte aussi que l'individualisation, c'est hyper compliqué, mais qu'on n'est pas obligé d'en arriver à un système pour autant de demander à tous les jeunes d'apprendre les mêmes choses au même moment. Ça, c'est par contre, c'est quelque chose qu'on fait pas, nous. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pas. On laisse la possibilité aux jeunes de trouver leur support. Je vais prendre un exemple dans mon groupe. Dans le groupe que j'accompagne, bon voilà, on a une forme de progression sur une notion qui est à apprendre. Enfin, typiquement, on peut pas demander à un jeune d'apprendre à lire un livre, de lire un livre s'il a pas au préalable avec une méthode pu décortiquer les lettres, les sons et nanana. Donc voilà. Pour autant, comme l'apprentissage de la marche, il y a des enfants, ça vient à 6 mois, d'autres, ça vient, enfin 6 mois c'est peut-être un peu jeune, mais peut-être que ça peut arriver. Il y en a, ça vient à 8 mois, il y en a, ça vient à 9 mois, d'autres à 10 mois, d'autres à 18 mois. Et on se pose pas la question, en fait, d'une pédagogie, on accepte, en fait, que ça puisse être différent pour chacun. Un apprentissage, c'est pareil pour un enfant. J'ai extrêmement de mal en ce moment à apprendre la division à une jeune fille. C'est une demande de sa part, en fait. Voilà, régulièrement, moi, dans mon groupe, je leur dis, bon, moi, il y a ce que je vous amène, le contenu que je vous amène, puis il y a aussi qu'est-ce que vous constatez de vos besoins, de quoi vous avez, enfin, qu'est-ce que vous souhaitez faire évoluer aujourd'hui dans vos apprentissages, où est-ce que pour vous il y a des manques, où sont vos difficultés. Et donc là, il y a une jeune fille qui me dit, mais moi, j'ai envie d'apprendre la division. Et j'y arrive pas. J'essaie avec mes parents, mais c'est compliqué. Donc, j'essaye avec elle. Et là, l'individualisation, elle existe parce que c'est pas parce que je l'ai appris avec elle la division que je l'impose à tout le groupe, qui est pas forcément prêt au même moment. Et pendant ce temps-là, les autres ont leur plan de travail et avancent sur d'autres notions. Et il y a des fois où il y a un besoin de reliance où je dis, en fait, moi là, dans tout ce que vous me rendez, je constate que vous faites tous les mêmes erreurs aux mêmes endroits, donc ce serait intéressant qu'on se mette ensemble pour avancer sur une même notion parce que je vais pas la répéter 10 fois alors que je sens que vous en avez besoin là maintenant, quoi. Tous au même moment. Et la division, juste pour finir, du coup, la division, c'est à un moment on a travaillé, donc je me dis, alors est-ce que je l'amène de la bonne façon, est-ce que il faut pas que je trouve une porte d'entrée différente, je vois bien que ça passe pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans le processus de la division posée qui est pas que j'arrive pas à faire passer. Donc déjà je me pose la question de la façon dont j'amène en fait cet enseignement, mais aussi des fois c'est de se dire juste est-ce qu'elle est prête en fait, tu vois, vraiment elle qui a envie d'apprendre la division, ou est-ce que c'est par exemple dans sa famille où on lui a dit ce serait bien que t'apprennes la division parce que là t'es en âge d'apprendre la division. Donc au final le constat c'est pour le moment on laisse la division et on verra plus tard. Voilà. Très clair. Et quand vous parlez de groupe, donc dans le groupe que vous accompagnez, ils ont des âges très différents. Alors moi j'ai commencé l'année avec des âges vraiment très différents parce que je crois que le plus jeune avait 7 ans, 7 ou 8 ans, 7 ans. Ouais, peut-être bien 7 ans, il allait sur ses 8 ans. Et le plus âgé avait 14 ans. Et là, c'était hyper complexe pour moi parce que j'ai pas réussi en fait à allier autant de différences d'âge. Au début, je me suis dit mais c'est génial, mais en fait non, c'est un truc que j'ai pas réussi à faire. Et même les jeunes de 14 ans se sont rendus compte qu'ils étaient pas assez nombreux, pas assez entre eux, pas assez. Donc finalement, ils se sont déplacés vers d'autres groupes et ils sont venus chercher. Il y en a un qui reste à venir chercher dans mon groupe vraiment ce dont il a besoin. Donc c'est génial parce que pour le coup, il met le doigt sur une compétence qu'il a besoin de faire évoluer et qu'il peut trouver dans mon groupe aujourd'hui, voilà, pour la faire évoluer. Très clair. Et est-ce que vous pourriez nous
expliquer comment se passe une journée type? Alors, je sais que cette question est toujours très compliquée parce que je suppose qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais pour qu'on s'imagine un peu comment se passe une journée dans votre école. Donc, on a compris que le matin, maintenant, il y avait les apprentissages formels. Comment se passe la suite de la journée? Ouais. Je vais amener tout le cadre de notre école et après je vais essayer de remplir un petit peu ce que moi je vois dans ce cadre. Donc l'école elle ouvre à 8h et demie, 8h30. De 8h30 à 9h45, c'est des arrivées échelonnées. On doit arriver au plus tard à 9h45 à l'école. Donc déjà de 8h30 à 9h45, il se passe plein d'informels. Plein de choses. Il y a des gens qui travaillent sur l'administratif de l'école, il y a des gens qui font leurs tâches de gestion parce qu'il y a la réunion d'information qui va suivre et ils sont responsables en fait de remplir ce document pour que toute l'école ait accès aux informations. Il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont jouer, il y a des gens qui vont aller à la balançoire. Enfin voilà, c'est une liberté totale d'occuper son temps comme on le souhaite. Ce qui était à la base la réalité de nos journées en fait. C'était totalement ça de l'arrivée au départ. Ensuite, à 9h45, on se réunit par sous-groupe avec les groupes d'apprentissage formel qui vont suivre pour une réunion d'information. Donc ça, c'est le moyen de transmettre l'information qui est la même pour tout le monde et qui parle de notre école. Donc c'est les propositions qui ont été votées en CE la veille, qui ont été validées. Les ateliers du jour. Les diverses infos, s'il y a des gens qui viennent en immersion dans notre école, s'il y a, je sais pas moi, enfin n'importe quelle information qui concerne le collectif. Voilà. Ensuite, démarre de 10h à 12h pour la majorité des groupes les apprentissages formels. Et il y en a un autre, c'est que de 10h à 11h, c'est ceux qui sont sur de la lecture, de l'écriture et apprendre à compter. Donc, c'est des plus jeunes, le degré d'attention est pas le même, donc on a réduit les apprentissages très formels à 1 heure. Les autres, c'est 2 heures. Et là, on a différents groupes. On a des groupes de préceptorat, ce qu'on a appelé du préceptorat. C'est plutôt des groupes de 8 à 11 personnes qui sont vraiment dans quelque chose de plutôt dirigé et c'est contenu comme ça qu'ils amènent le savoir et ça n'empêche pas en fait de le discuter ensemble et de le construire ensemble, mais c'est quand même l'adulte, on va dire, qui va être celui qui amène le savoir. Et puis, donc, faut savoir que les jeunes ont choisi leur groupe et ils sont libres de changer de groupe si à un moment ça leur convient pas du tout. Enfin, s'ils arrivent à motiver en fait la raison pour laquelle ils partent. En fait, ils ont besoin d'aller ailleurs. Il y a un groupe qui est en autonomie, ça veut dire que eux sont en capacité de se créer leur propre programme d'apprentissage et ils ont juste besoin d'un adulte temporairement, voilà, pour répondre à une petite question. Là, je suis bloquée, est-ce que tu peux m'aider ? Là, je cherche quelqu'un en fait pour m'aider à évoluer sur cette notion. Est-ce que tu connais quelqu'un ? Voilà. Et il y a mon groupe qui est plutôt un groupe basé sur les écoles du 3e type avec le découpage en 4 temps. Donc nous, c'est pas en 4 temps, parce que c'est pas sur toute la journée, mais on a récupéré le temps pour travailler sur les plans de travail et le temps créatif. Voilà. Bon, je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà la répartition des groupes. Ensuite, ouais, à midi, donc midi, c'est la fin des apprentissages formels. Il peut y avoir des temps de réunion d'équipe selon les jours. Il peut y avoir des temps de réunion. Là, typiquement, en ce moment, le mardi et le vendredi, il y a 2 créneaux qui sont ouverts et qui sont libres d'accès sur tout ce qui est inclusion et exclusion parce que c'est des thèmes qui sont très présents dans notre école et qu'on a besoin de faire avancer en vivre ensemble. Voilà. On a le conseil d'école qui a lieu tous les jours de 13h à 13h30. Conseil d'école et conseil des appels. Je pourrais revenir sur le conseil des appels, ce que c'est. Les jeunes sont libres de manger quand ils veulent parce qu'ils ont leur repas. Il y a à disposition une cuisine pour préparer, réchauffer, maintenir au froid. Et donc, il n'y a pas d'obligation de manger entre midi et 14h. À 15h, c'est pas choquant chez nous de voir quelqu'un qui se met à table. Voilà.
à 13h30, de 13h30 à 14h30, il y a un temps d'accès libre aux écrans sur lequel on porte pas de regard qui existe. Donc ça rentre pas dans, il n'y a pas d'intention derrière de notre part. Voilà, donc nous on fonctionne quand même avec une sécurité. Je préfère le préciser que voilà, on est vigilant quand même à tout ce qui est pas contrôle parental, mais protection de l'information qui pourrait venir aussi dans notre école aux enfants. Voilà, 14h30. Après, à 14h30, c'est le début des... Alors, le jeudi, de 14h à 14h30, toutes les semaines, on a ce qu'on appelle une réunion de vivre ensemble. Donc, toutes les thématiques qui concernent le vivre ensemble et qui posent problème dans l'école, c'est des occasions d'en parler. Les sujets peuvent être amenés de tout le monde. Voilà, les autres jours, on n'a pas ce temps. De 14h30 au temps dont on a besoin, mais au plus tard à 16h15-30, on a des ateliers proposés par les adultes, proposés par des parents, proposés par des intervenants extérieurs, proposés par des élèves. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire d'enrichir un petit peu la dynamique collective de notre école. Donc ce sont des ateliers auxquels les enfants sont pas nécessairement obligés, enfin ils ne doivent pas s'inscrire tous les jours à un atelier. Et après, on a le rangement ménage de fin de journée. Il est possible de quitter l'école à partir de 16h45 et au plus tard à 17h30. Voilà. Entre tous ces temps qui sont pas cadrés, parce qu'on a le sentiment que ça fait beaucoup, mais en fait non. Il reste encore énormément de possibilités d'expérimenter de l'autodétermination de qu'est-ce que je fais pendant ce temps libre en fait. Voilà. Et vous avez l'impression que d'un point de vue du développement de l'enfant, quels sont les bienfaits de cette pédagogie ? Alors déjà, je vais juste revenir sur une notion avant de répondre à cette question sur les bienfaits. C'est la pédagogie. Pour nous, l'école démocratique, c'est pas une pédagogie du tout. En fait, la pédagogie, c'est un art d'enseigner, c'est l'intention d'enseigner quelque chose. Et nous, je dirais pas qu'on n'a pas des intentions, mais en fait, on n'est pas dans cette démarche. On n'amène pas quelque chose de structuré pour aboutir à un objectif de connaissance et de savoir, d'apprentissage. Voilà. Ce qui peut-être, c'est souvent ce qu'on nous demande. Les écoles démocratiques, c'est un peu comme la pédagogie Montessori ou Steiner. Je dirais, non, en fait, pour moi, Montessori ou Steiner, c'est une pédagogie au service d'un programme et d'un enseignement. Nous, on sait pas ça, en fait. Voilà. Ouais, vous faites bien de le préciser. Voilà. Après, pour tout ce qui est les bienfaits, en fait, on voit des gens qui sont heureux. Des enfants qui sont heureux de venir et de partir à l'école. Alors c'est pas une constance, hein. Il y a des hauts et des bas. Il y a des enfants à un moment qui ont besoin de réajustement et justement, pour nous c'est un indicateur quand ils arrivent et qu'ils sont pas, il y a quelque chose qui va pas à cause de l'école. C'est l'occasion d'en discuter, mais ça c'est pas la majorité, quoi. Je veux dire, tous les enfants sont contents de venir. Il y en a beaucoup qui sont, je vais pas dire qu'ils n'aiment pas les vacances, mais qui ont hâte en fait que l'école reprenne parce que la dynamique sociale qui existe ici et ce qui s'y passe, en fait, c'est vraiment nourrissant pour eux. Et il y en a d'autres qui aiment bien ces temps off, mais en fait, qui sont hyper contents de revenir aussi. Voilà, c'est surtout le plaisir à venir chez nous. Moi, je constate vraiment, c'est vraiment quelque chose que je constate en plus en ce moment, c'est le degré de maturité. Je vois à quel point toute cette liberté de prendre sa place, d'être, de faire des choix, mais pas que pour faire semblant. On n'est pas juste en train de faire l'expérience d'apprendre on le vit en fait. Ça concrètement, ça permet à ces jeunes d'être matures, connectés. Encore une fois, c'est pas parfait, mais je peux vraiment comparer à d'autres jeunes que je croise à l'extérieur sur des âges similaires et je me dis waouh, notre école elle permet quand même tout ça, quoi. Donc ça c'est beau. Et puis il y a l'élan, la connaissance de soi en fait. On est tellement nombreux à pas savoir pourquoi il se passe plus rien dans nos vies, on n'a plus de travail, on sait pas quoi faire de notre temps, quoi. On n'a jamais été habitué à se connecter à soi et à dire mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie en fait. Et cette école, elle permet d'accéder alors c'est même pas d'accéder à cette connaissance de soi, elle l'amène pas d'entrave en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. C'est extraordinaire. Et vous avez combien d'élèves dans votre école aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 60. Et pour la petite anecdote, on a ouvert avec 4 enfants. Donc on a vraiment une évolution du collectif importante et c'est génial d'être 60.
Ouais, c'est super. Hyper fatigant, mais au niveau dynamique et enrichissement, c'est très intéressant. Beaucoup plus que 4. Bon, on arrive déjà à la fin. Okay. Est-ce que on a oublié de parler d'une dernière valeur des écoles démocratiques? Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et sinon, ma vraiment toute dernière question, c'est est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui réfléchissent à mettre leurs enfants dans des écoles démocratiques ou même à monter des écoles démocratiques? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Ben là, comme ça, je sais pas quoi leur dire parce que c'est dur de dire montez vos écoles. Ça reste quand même un gros challenge et un engagement. En tout cas, moi, je dirais à un moment, si on a une porte ouverte comme ça, faut continuer à creuser. Nous, typiquement, on est un lieu d'accueil. On aime bien avoir des gens en immersion, pas des curieux, mais des gens vraiment qui savent ce qu'ils viennent chercher et qui ont besoin de concret pour matérialiser ça. C'est vraiment la notion de venir chez nous, c'est laisser la possibilité un peu aux petites abeilles de venir chercher du pollen puis d'aller polliniser justement. Et donc nous, on est ouverts. Faut pas hésiter à nous contacter, faut pas hésiter à échanger, faut pas hésiter à creuser en fait ces ouvertures parce que moi, je crois vraiment que c'est ce type d'école. Il y a eu un élan très fort qui répond à un besoin aujourd'hui, beaucoup plus que celui de créer une école démocratique, en fait. Mais c'est de voir du changement. Et au cœur de ça, en fait, c'est le vivant, son développement, son épanouissement et comment on peut prendre soin, en fait. Donc moi, je crois que ça soulève un peu tous ces questionnements et peu importe la voie et la façon, faut continuer à explorer. Voilà. Je suis complètement d'accord. Merci 1000 fois pour ce magnifique témoignage et bravo pour ce que vous faites. Merci. Je souhaite beaucoup de succès à votre école et je sais comme ça peut demander beaucoup de courage de monter sa propre école. En France, c'est pas toujours facile. Moi, je l'ai expérimenté avec ma famille, avec les écoles Montessori, donc je sais ce que c'est au quotidien et vraiment, je vous salue pour votre courage. C'est un très beau projet que vous portez là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.